Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Déshabillez-nous. Non, ce n'est pas le titre d'une chanson de Juliette Gréco, mais le thème choisi par le département de l'Isère pour sa nouvelle saison culturelle autour de la mode et du vêtement. Pendant 18 mois, nous allons mettre le nez dans nos vestiaires à travers une bonne dizaine d'expositions et d'événements dans tout le département. Loin d'être un sujet futile en tirant le fil, on se rendra compte que nos habits en disent long sur nous et sur la société dans laquelle nous vivons. Pour ce nouvel épisode de Belvédère, nous avons donc invité Fabienne Pluchart, directrice du musée Hébert, qui nous convie à une traversée de la mode dans la haute société du 19e siècle, jusqu'à la fast fashion et à la fripe récupérée par les compagnons d'Emmaüs. En effet, Fabienne, c'est une rencontre détonnante que vous nous proposez entre les portraits contemporains du photographe Denis Rouvre et les costumes du 19e siècle mis en scène par la Dame d'Atour. Alors effectivement, une double exposition qui peut un peu déconcerter, c'est la rencontre de photographie contemporaine et des frou-frous du 19e siècle. Une rencontre détonnante et à la fois, je trouve qu'elle a du sens cette rencontre parce que l'exposition des portraits de Denis Rouvre, elle a été réalisée avec la communauté d'Emmaüs de Paris, Emmaüs Défi, et elle interroge le recyclage, la création avec le rebut, avec des vêtements de seconde main. Et elle interroge aussi la place qu'on redonne aux personnes en les regardant différemment, en les magnifiant, en leur donnant une nouvelle identité. L'artiste les appelle des héros contemporains parce que les personnes photographiées, ce sont des compagnons d'Emmaüs, en fait. Ce sont des personnes en réinsertion qui viennent parfois de la rue. Ce sont aussi des accompagnants qui ont été photographiés, mais on ne sait pas qui est qui. Et ce qui est très beau, c'est que tout le monde est sur le même plan et tout le monde est valorisé, photographié, et puis avec ce travail vraiment très intéressant à la fois sur la façon dont ils ont été habillés, avec donc des vêtements qui étaient dans les dépôts d'Emmaüs, dans lesquels les photos ont été prises, et qui ont été pas cousus, mais assemblés, associés, pour faire des nouveaux personnages assez fous, assez énigmatiques. Ils sont coiffés, ils sont maquillés, mais ils sont aussi photographiés par un très grand photographe qui pour moi, travaille comme un peintre. Je vois, moi, dans ces tableaux, vraiment un travail sur le clair-obscur, des contrastes très forts, des couleurs, des noirs profonds, des couleurs vives qui ressortent, une précision assez extraordinaire. Et dans cette exposition, on entre et on est comme ça pris par ces portraits, par toutes ces personnes qui nous regardent et qui ont une présence très forte. Un peu déstabilisante, c'est parfois un petit peu rock'n'roll, un peu punk, un peu étrange, mais c'est aussi les codes du portrait traditionnel, à mi-corps, avec ce côté assez frontal et cette vraie présence. Vous disiez qu'il n'y avait pas forcément peut-être on peut se questionner sur la présence de ces photographies dans ce musée, mais en fait Ernest Hébert est un peintre de portrait, un peintre du 19e siècle qui il a peint la bourgeoisie, l'aristocratie sous le Second Empire, donc cette frange de la population extrêmement puissante, importante, qui voulait aussi se faire représenter, se faire portraiturer dans toute sa splendeur, sa richesse, son élégance. Et quelque part, je trouve qu'il y a un vrai pied de nez. Il y a une similitude esthétique que je trouve assez flagrante sur certains portraits. Et puis, il y a un pied de nez de se dire que finalement, on expose dans le même musée des personnes riches et fortunées, reconnues à leur époque, au 19e siècle. Et puis, ces personnes anonymes qui ont un parcours de vie difficile et qui sont pourtant magnifiques elles aussi. C'est une belle façon de faire dialoguer des portraits à la fois photographiques et peints qui ont plus de 150 ans d'écart. Mais comment avez-vous rencontré Denis Rouvre ? Alors ça, c'est une histoire assez amusante, mais souvent, les expositions, les idées, elles naissent comme ça de moments un peu improbables. À la Tronche, il y a un collectionneur ami de Denis Rouvre qui avait une photo chez lui du travail de Denis Rouvre. Alors, c'est pas ce travail, c'est pas Ground Zero, c'est d'autres œuvres. Et on a découvert cette photographie. Et il faut savoir que Denis Rouvre, c'est un
portraitiste, hein, il fait de la photographie. Il a photographié les stars du Festival de Cannes. Il a fait la couverture du disque de Kendrick Lamar, donc des plus grands rappeurs. Enfin, vraiment, il a fréquenté des stars, mais il a aussi vraiment une vision assez humaine de la photographie. Et il s'est intéressé à des sujets plus durs, plus sombres, et il interroge aussi les personnes et leur statut. Et quand on a découvert cette série Ground Zero, moi, j'ai tout de suite fait ce lien et j'ai tout de suite vu cette connivence et ce double regard qu'il pouvait y avoir sur les portraits d'Hébert et de Denis Rouvre. Alors une autre rencontre étonnante dans cette exposition, c'est la Dame d'Atour. Alors, on a souhaité, en regard de cette exposition photographique, redonner à voir les salles du musée sous l'angle de la mode et du vêtement. En fait, ça fait 20 ans maintenant que le musée a été rénové. On s'est dit que c'était une belle opportunité de redonner à voir ces espaces, et notamment la maison d'Ernest Hébert et Gabriel Hébert. On l'a utilisé comme un décor pour faire parler la mode du 19e siècle. Et on a enrichi les espaces de robes, de textiles anciens du 19e siècle que nous avons effectivement empruntés à Nathalie Aran, en fait, qui est une collectionneuse connue sous le nom de la Dame d'Atour et qui collectionne les textiles anciens. Et ça a été une très belle rencontre. C'est passionnant parce que c'est un univers extraordinaire et qu'elle connaît évidemment très bien l'histoire de la mode du 19e siècle. Et puis, elle a un rapport à ses collections, à ses robes qu'elle a mannequinées pour nous, qu'elle a mises en place. Elle nous a aidés à trouver les thématiques, à avoir un propos intéressant, cohérent, à avoir un discours qui permette comme ça de découvrir au fil des salles toute l'histoire de la mode, mais aussi l'histoire des codes sociaux, parce que on est dans une maison bourgeoise, on est au 19e siècle chez Ernest Hébert, et on veut raconter la mode et l'élégance dans la bourgeoisie à cette époque-là. Et c'est vraiment un parti pris, on ne parle pas de toute la société, mais on parle vraiment de tous ces codes sociaux, de toutes ces contraintes aussi, du rôle de la femme, qui est très important, de la place de l'homme extrêmement importante dans la société, mais plutôt discret dans sa façon de s'habiller. Et c'est vraiment la femme qui, par son élégance, par la qualité de ses toilettes, qui montre à l'extérieur, qui montre le statut du couple. Et puis n'oublions pas que le 19e siècle, c'est aussi une époque où la société s'enrichit, s'industrialise. Et ça a un effet extrêmement impactant sur la consommation du vêtement, sur la production, avec par exemple l'invention de la machine à coudre, 1830. Évidemment, ça change tout. Ça change la production, ça change la quantité, la rapidité à laquelle on produit. Et puis, peu à peu, avec la naissance des grands magasins, au milieu du siècle, il y a une nouvelle forme de commerce. Et c'est la production en masse, c'est le prêt-à-porter, c'est la naissance du prêt-à-porter. Avant, on allait acheter du tissu, puis on allait chez une couturière, on se faisait faire un modèle pour soi unique. Et puis, on allait le faire agrémenter chez quelqu'un d'autre. Et puis, s'il fallait un chapeau, on allait chez le chapelier. S'il fallait des dentelles, on allait... Enfin, c'était une succession d'étapes pour avoir une tenue. Avec les grands magasins, on entre dans un grand magasin et on achète sur place. Il y a plusieurs tailles qui sont proposées et on achète des vêtements avec lesquels on repart tout de suite. Et c'est une révolution. Et évidemment, c'est la baisse des coûts aussi. Et c'est encore un modèle aujourd'hui, qui est le nôtre. Et nous évoquons aussi dans cette exposition la naissance de la haute couture, qui date aussi du 19e siècle, notamment avec Charles Frederick Worth, et qui va vraiment valoriser et mettre en avant le couturier comme un artiste. Avant lui, finalement, on ne connaît pas véritablement les couturiers qui font des créations extraordinaires, mais qui sont anonymes. Et puis peu à peu apparaît l'image du couturier qui devient véritablement une star et qui va signer son travail en apposant des étiquettes, en mettant son nom, et qui va vendre ses créations très chères. Et qui va comme ça porter l'art de se vêtir à des sommets extraordinaires. Et c'est vraiment la naissance du luxe qui apparaît et qu'on connaît encore aujourd'hui. Les défilés de mode tels qu'on les connaît, le fait qu'il y ait des mannequins qui portent des vêtements, le fait qu'il y ait des saisons pour les défilés, par exemple, de la haute couture, etc., tout ça vient du 19e siècle. Se marier en blanc, ça vient du 19e siècle. Ça apparaît au début du 19e siècle. Le fait que les hommes ne s'habillent pas de manière aussi recherchée, extravagante et voyante au 18e siècle, l'homme et la femme, évidemment dans les sphères aisées, s'habillent
de manière voyante, extravagante, avec de la dentelle, avec des perruques, avec du maquillage, avec des talons, avec de la couleur, les hommes portent du rose, de la dentelle, etc. Et au 19e siècle, il y a un énorme changement et l'homme s'habille de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus discrète, beaucoup plus austère. C'est la femme qui désormais incarne donc cette puissance, cette richesse. Et aujourd'hui encore, dans la société, les hommes et les femmes ne s'habillent pas avec la même extravagance. Et ça vient du 19e siècle. Alors cette exposition témoigne aussi de l'évolution des silhouettes du Premier Empire jusqu'à la Révolution industrielle. Que de changements. Tout à fait. Ce qui est passionnant dans le 19e siècle, c'est que c'est un siècle de mode foisonnante et des silhouettes qui changent en permanence. Et c'est assez fascinant, et c'est vrai que c'est surtout la silhouette de la femme, c'est ce qu'on disait, dont le corps est libéré finalement à la Révolution française, et libéré du corset notamment. Sous l'Empire, le corps est encore assez libre, les robes près du corps, assez discrètes, élégantes, plutôt claires, peu contraignantes. Et peu à peu, la société se rigidifie aussi, la place de la femme se redéfinit. Et au moment de la Restauration et dans les années 1814, on voit se rigidifier les tenues des femmes. On voit le corsetage revenir, les jupons, la contrainte de ce corps qui est de plus en plus couvert, qui est de plus en plus finalement sculpté aussi. Et effectivement, la femme est parée, mais elle est aussi contrainte. Et ça, on va le voir dans tout le 19e siècle et pratiquement jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ce jeu des formes, finalement, il va enfler, désenfler, la taille des robes évolue, mais les contraintes restent. C'est-à-dire que le corps est vraiment modelé dans la haute société. Et encore une fois, la révolution industrielle qui va aussi jouer un rôle majeur dans les dessous des femmes. Les pièces métalliques, les structures, on invente des cages, donc la cage crinoline, qui porte son nom, cage crinoline. C'est finalement une structure qui va pouvoir devenir absolument énorme. On a des robes qui font 6 mètres de diamètre. Et ça, c'est possible parce que techniquement, on fait des progrès. Avant, c'était des jupons maintenus par du crin ou alors des fanons de baleine. Ça limite un peu l'ampleur. Et puis à partir du moment où on invente le métal, les possibilités, enfin les structures métalliques, les possibilités sont immenses. Et donc, ça va avoir un impact sur les silhouettes. Et au moment du Second Empire, au milieu du 19e siècle, on a des robes absolument énormes. On en présente quelques-unes. Et c'est vraiment à la fois magnifique. C'est une femme fleur, quelque part, une corolle épanouie, et avec une quantité de tissus extraordinaire. C'est aussi très favorable à l'industrie. La cour impériale, la cour de Napoléon III favorise la surenchère dans l'esthétique et notamment dans les tenues des femmes. Et tout ça va avoir un impact extrêmement important, notamment sur la production textile, les soieries, mais aussi on sait que les robes sont très agrémentées de passementeries, de franges, de boutons, etc. Et c'est toute une industrie qui est florissante à ce moment-là grâce à la mode. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Et maintenant, dites-nous, Fabienne, où se trouve votre belvédère en Isère? Alors, mon belvédère en Isère, j'ai la chance d'y être à peu près tous les jours. Et c'est la terrasse supérieure du musée Hébert, qui se trouve au-dessus de la galerie de l'exposition où sont exposées les photographies de Denis Rouvre. Et elle est assez magique parce qu'on peut se tourner côté parc et on a vu sur des cèdres centenaires un ginkgo biloba extraordinaire. Et puis quand on se tourne sur la côté sud, et puis on a une vue sur Beldon et sur le jardin italien. Et voilà, c'est un paysage à couper le souffle et pourtant on est dans l'agglomération au musée Hébert. Un lieu que je trouve ressourçant. À chaque fois que j'y passe, je me dis waouh. Et c'est ça qui est assez extraordinaire parce qu'avec les saisons finalement, le ginkgo qui devient doré, les montagnes enneigées, enfin les couleurs du printemps, c'est sans cesse un émerveillement avec le renouvellement voilà, de la nature, ce que nous offrent finalement les paysages extraordinaires de l'hiver. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Voilà, Belvédère, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé,
nous vous invitons à vous abonner sur le site isermag.fr ou sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger avec le concours d'Annick Berlioz pour la prise de son, d'Émilie Vadel du studio Skadi & Co pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. À la prochaine fois!